Est-ce qu'il y a un truc inutile sur lequel tu as déjà dépensé ton argent? Plein. Oh là là. Alors, je vais essayer de faire court. Les boui-boui de ma bibliothèque colorée. Tous les petits boui-boui que je peux chiner. Voilà, les soliflores, les petites statuettes. Ça, c'est l'enfer quand t'es Ouais. artiste, en fait. Tu veux dépenser toute ta thune dans l'art. Ouais, la déco en général, en fait, finalement. Et si je devais dire un troisième truc, la fête. Ah, non, ah oui. bienvenue sur le podcast Petite Ruche. C'est le tout premier épisode. Je suis trop contente de lancer ce projet. C'était sur mon Vision Board 2026. Donc, je suis trop contente de le réaliser. Et en plus, je le réalise du coup avec Cassou et Léa. Ce sont donc les deux personnes avec qui on a monté les Illupotes, le collectif que vous avez sûrement dû voir passer en story. Si vous n'avez pas vu, je vous mets de toute manière toutes les infos à l'écran. Est-ce que vous voulez vous présenter, les filles? Oui. Donc moi, c'est Cassandra Bonafous ou Cassou BNFS sur les réseaux. Peu de monde m'appelle Cassandra, quasiment tout le monde m'appelle Cassou. Je suis illustratrice à mon compte depuis 2023. J'habite à Toulouse et je suis trop contente de faire de plus en plus de projets avec Léa et Hello. Moi, du coup, je m'appelle Léa, je suis une illustratrice toulousaine également. Je suis aussi graphiste, je suis en freelance. Et je suis également ravie d'être ici. Du coup, ce podcast, l'idée, du coup, c'est d'inviter à chaque fois des artistes et de parler, du coup, de nos métiers de manière assez chill. Et c'est une idée, du coup, qui est venue parce que, avec Cassou et Léa, du coup, on s'est rencontrés sur les marchés de créateurs et c'est en se prenant un verre à côté qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on se connaissait à travers les réseaux sociaux, mais que nos conversations, genre, en dehors des réseaux, finalement, elles étaient super intéressantes et qu'au final, on avait les mêmes problématiques, les mêmes soucis, qu'on avait aussi pas la même manière de gagner notre vie avec ce métier, en fait, qui était aussi ultra intéressant. Et quand on a fait les Illupotes et qu'on a discuté avec plein d'autres illustrateurs et illustratrices, on s'est rendu compte que en fait, tout le monde vivait ce taf de manière complètement différente. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait trop du bien, les soirées qu'on a passées toutes les trois, et le fait d'avoir enfin des collègues, en fait, tout simplement. Complètement, ouais. Je dirais que ça s'est fait un peu en plusieurs étapes, parce qu'au début, on s'est rencontrés pas toutes les trois en même temps. Ouais. Donc nous, on s'est rencontrés sur un premier marché. On était ensuite allés boire un verre toutes les deux. Et pareil, Léa, on s'est rencontrés sur un gros événement. On a passé 3 jours. On se connaissait pas et on a direct passé 3 jours en fait ensemble. Ça soude. Oui. Et, C'était quel événement ? C'était la Foire de la Colombette 2024. Là où on a commencé à plus parler, c'est déjà quand moi j'avais lancé les cafés entre illustratrices avec cette conf de groupe, avec du coup plein d'illustratrices de Toulouse que je connaissais et où j'avais envoyé des DM à chacune pour dire est-ce que ça t'intéresserait de faire partie de ce truc et tout. Donc moi j'avais déjà l'envie de créer des moments comme ça où on peut parler de nos métiers justement et que ça soit se conseiller, se déconseiller des choses, se plaindre, se donner, se rendre des services, être vraiment dans un truc un peu collectif, etc. Sans monter un quelconque collectif, mais juste savoir qu'on a ce lieu et ce moment pour se retrouver et discuter de ça. Et du coup, là, on avait commencé à se voir toutes les trois. Et après, par ailleurs, en fait, je pense que même si on s'est toutes bien entendues, même avec les autres filles qui viennent au café et tout, et que c'est vraiment des moments trop chouettes, toutes les trois, il y a vraiment eu un truc où ça a cliqué. Et c'est pour ça aussi qu'on a commencé à se voir en dehors. Oui, non, mais franchement, ça fait du bien de s'être rassemblés. Et c'est toi qui as eu l'impulsion du rassemblement. Et après, on s'est resserrés toutes les trois. Mais parce que c'est quand même un métier de grande solitude, puisqu'on n'a pas de bureau et qu'on travaille depuis chez nous. Donc vraiment, le fait d'avoir des copines / collègues à qui on peut se confier, demander des conseils, échanger nos expériences, c'est quand même ouf, quoi. Moi, ça m'a changé ma perception du métier aussi et ma manière de la vivre. Ouais, et puis on a à chaque fois même avec les autres filles avec qui on a fait les cafés, des choses à se conseiller ou à se dire j'ai vu que tu avais exposé à tel endroit, alors c'était quoi les retombées, est-ce que ça vaut la peine ou pas, ou ce truc là comment t'as fait pour démarcher tel client, ou comment on s'organise au quotidien. En fait on a 1001 questions qu'on se pose nous et que là on pouvait enfin poser à d'autres personnes.
et avoir tout un tas de réponses différentes, parce qu'effectivement, on mène pas toutes le même type de mission, etc. Et même si c'est pas forcément monter des projets en collectif, mais c'est juste échanger sur nos projets du moment avec d'autres personnes, comme des collègues à la pause café, quoi. Ouais, Complet. bah c'est vraiment ça. En fait, je trouve que on a un métier où nos collègues, c'est que via un écran. Et donc, comme énormément de personnes nous montrent que le meilleur qu'ils ont sur les réseaux, on a toujours l'impression que du coup, c'est des collègues qui font mieux que nous, qui ont une vie parfaite, et que comparé à nous, ils ont pas d'échecs, ils ont pas de moments où c'est compliqué, etc. Et donc, c'est vachement rassurant d'avoir du coup des personnes avec qui tu peux vraiment discuter dans la vraie vie autour d'un café, etc. Parce que ça te rapproche un peu avec cette idée que tout le monde est humain et tout le monde a des moments de galère. C'est juste que, évidemment, tu vas pas le mettre en story, quoi. Oui, ça fait des personnes ressources. Et effectivement, ouais, sortir de ce qu'on voit en story ou en post Insta. Où effectivement, je pense qu'on a, peu importe nos métiers, on a tous et toutes tendance à se comparer beaucoup à ce qu'on voit chez les autres. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on discute, c'est quand même des moments où on se rend compte que ah, mais purée, j'ai vu que tu avais fait ça sur Insta, mais c'est trop stylé, trop bien comme projet, ils ont l'air géniaux, ces clients et tout. Et puis après, quand on a les coulisses, on va dire, des fois, on se dit, bon, en fait, oui, c'était super, mais il n'y avait pas que du bon. Et donc, finalement, c'est bien aussi. Et même, pour le coup, il y a une cliente qu'on a eue en commun pour des étiquettes. Où, en fait, pareil, au début, ça fait trop rêver comme projet et on l'a fait avec grand plaisir, etc. Et puis, quand finalement, on commence à se rendre compte que en fait, je suis pas sûre de ce truc, de savoir qu'il y a cette personne-là avec qui on s'entend bien en plus, avec qui on peut échanger sur un projet précis et tout, c'est toujours sympa, quoi. Oui, ouais. Et puis même, je trouve qu'il y a énormément de vidéos sur les réseaux, sur YouTube, ou des formations où ça va vraiment te dire, tu vas suivre la formation, ensuite tu vas te lancer et tu vas exploser. Et c'est un peu genre, regardez ces femmes, grâce à ma formation, elles ont réussi à vivre de leur art ou monter leur entreprise et gagner telle somme d'argent par mois grâce à moi, et blablabla. Et en fait, il y a un côté un peu genre, tu fais des études, tu fais une formation, tu as ses premiers clients, boum, next person. Alors qu'en fait, c'est tellement pas comme ça en vrai. En fait, Plus de nuances. Ouais, il y a vraiment plus de nuances. C'est-à-dire que tu peux avoir 10 clients dans l'année, mais en fait, si c'est 10 petits clients, t'es en dessous du SMIC et tu galères quand même à vivre. Et en fait, le but, c'est pas d'avoir ton premier client ou d'avoir même tes 10 premiers clients, c'est d'avoir des clients vraiment de manière très régulière, grossir, etc. Et je trouve qu'on parle pas de cet entre-deux où, genre, on n'a pas explosé, on arrive à en vivre, mais on galère quand même un peu, quoi. Oui. Et c'est en fait, d'un point de vue extérieur, c'est difficile à comprendre pour les gens, quoi. Surtout à travers un écran. En fait, que ce soit entre nous, des fois, en fait, de se rencontrer en vrai, ça permet de démystifier, désacraliser certains trucs, parce qu'on va se dire, un tel, ça marche trop bien, elle a tant de clients, tout ça. Et en fait, quand tu parles avec la personne, mais que tu parlais de coulisses, en fait, tu te rends compte que peut-être elle est pas si bien payée, ou elle a eu des galères, ou elle a perdu un temps monstrueux sur un projet. Donc en fait, ok, le contrat au début était plutôt bien payé, mais en fait, ils l'ont fait galérer de fou. Donc en fait, le rapport temps-argent est complètement chaotique. Mais du coup, c'est cool parce que de se rencontrer en dehors de l'écran, c'est plus brut. Enfin, vraiment, on a accès aux humains, quoi, finalement. Et du coup, on a plus tendance à se confier sur la vérité, à parler de nos failles. Je pense qu'effectivement, on reste authentique pour nous trois, on reste authentique sur nos réseaux. Mais c'est aussi pas forcément l'endroit où on a envie de parler des problèmes ou des galères, parce que il y a aussi potentiellement des clients, ou des potentiels clients qui peuvent aussi nous voir sur les réseaux. Et du coup, si t'es la meuf qui se plaint H24 de tous ses clients sur Insta, en fait, t'as pas envie d'être le prochain client dont la personne va se plaindre. Et pour revenir sur ce que tu disais de cette espèce d'entre-deux dont on parle pas, c'est vrai que ce soit les formations ou même les reels sponsorisés ou non qu'on peut voir sur je vais t'aider à trouver des... Et c'est effectivement à chaque fois pour passer de 0 à 1 ou de 50 000 à 100 000. Mais entre le 10 000 et le 50 000, il y a une espèce de flou artistique. C'est ça, où en fait, c'est là qu'on sait pas trop ce qui se passe. Et je trouve que c'est au moment où
bah ok, on n'est plus des amatrices, on n'a pas d'autres taf à côté. Enfin, vraiment, c'est ça notre activité, c'est ça notre boulot à temps plein. On n'a que ça comme source de revenus et ça nous suffit, mais pas forcément avec beaucoup de confort. Ouais, c'est ça, c'est pas très confortable. Et entre ça et celles qui effectivement vont en vivre pleinement et sans trop se poser la question, je sais pas s'il y en a qui en vivent confortablement au point de ne plus penser à l'argent au quotidien. Je pense que ça c'est un peu un mythe aussi quand on est à notre compte. Je suis pas sûre qu'on arrête de penser à l'argent à un moment. Oui, même quand on a en fait, je pense. Oui. Moi j'apprécie pour le coup le fait de tout de suite avoir cherché à rencontrer d'autres personnes. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas passé 5 ans à galérer à bosser toute seule dans mon appart avant d'aller rencontrer du monde. En fait, j'ai monté mon business en rencontrant des gens. Et du coup, ça, je pense que ça fait aussi une différence. Non, ça fait ta force complètement. Ouais, c'est elle qui venait nous chercher. Moi, je sais pas si t'étais pas venu nous chercher, je sais pas si je serais pas encore un peu dans mon coin. Parce que c'est pas que j'avais pas envie d'aller vers les autres. Au contraire, je pense que je suis un être hyper sociable et que j'ai besoin de m'entourer, de m'associer, de communautariser et tout ça. Mais j'avais tellement ce syndrome de l'imposteur, de pas me sentir légitime vu que je me suis lancée directement après les études, que j'étais là, mais tu vas aller voir qui, toi, en tant que petite... que petit bébé de la création, je me voyais pas du tout arriver et parler avec des gens et me sentir à ma place. Je m'étais dit, il va falloir que tu travailles pendant 10 ans pour pouvoir avoir de la crédibilité, pour pouvoir peut-être parler, échanger avec d'autres personnes. Clairement, moi, quand je suis arrivée à Toulouse, du coup, ça faisait déjà 1 an à peu près que j'étais freelance. Et en fait, j'en avais marre d'être dans mon salon toute seule. Et donc, quand je suis arrivée à Toulouse, premier réflexe, je me suis abonnée à toutes les illustratrices toulousaines que je trouvais, dont toi d'ailleurs. Sache que quand on tape illustratrice toulousaine, tu apparais dans la barre de recherche. Bien, je prends. Et je suis allée, premier réflexe, j'ai regardé les marchés de créateurs et j'y suis allée pas pour postuler, mais juste pour discuter avec les gens sur les stands, pour mettre des humains derrière les comptes Insta, quoi. Et tout le monde a été ultra bienveillant. Il y en a qui sont restés pros et d'autres qui ont eu un côté ultra pote, mais tout le monde a été ultra gentil et ça a permis en fait de construire un peu un truc, surtout dans une ville très ingénieure. Toulouse est connu pour surtout ses ingénieurs, donc moi j'étais contente de me dire je vais me créer un petit réseau créatif rien que pour discuter et partager des choses, pas obligatoirement dans un but vraiment de travail. Même si j'aimerais énormément que ce podcast soit rémunéré et que grâce à vous, mais le but premier n'est pas ça. Voilà. C'est une bonne chose que tu parles de fric. Ça te fait une bonne transition. Très bonne transition. Parce que du coup, un sujet dont on parle beaucoup avec Cass Willia, parce qu'on a monté un collectif avec une boutique éphémère, parce qu'on passe des soirées à discuter, etc., à parler aussi des clients, etc. Et du coup, on parle aussi de revenus, de combien on est payé, tout ça. Et on parle du coup du tabou de l'argent dans l'art. Je trouve que la personne qui en parle super bien, c'est Ectomorph, où elle est complètement transparente par rapport à ça. Je trouve ça génial. Et du coup, je trouve ça vachement inspirant sur le fait d'être cash avec les gens en demandant genre combien ils ont fait sur les marchés, combien tel client leur a rapporté, etc. Il y en a qui sont mal à l'aise, mais je trouve que c'est jamais mal placé de poser la question si on se connaît un minimum. Oui, c'est ça, c'est si on connaît la personne, parce que moi je me vois mal débarquer dans les DM de quelqu'un en disant « Ah, j'ai vu que tu avais bossé pour un tel, on se connaît pas, mais dis-moi combien t'as été payé. » On n'en est pas là non plus. Oui, moi j'aurais du mal, si on me posait la question, je pense que je répondrais. Oui, mais je sais pas si je deviens pote avec la personne ou quoi. Oui, non, mais tu vois, s'il y a un inconnu dans la rue qui peut m'attraper et me demander combien j'ai fait à mon dernier contrat, je le dis, quoi. Quand vous êtes lancé, vous saviez combien facturer les choses, que ce soit la vente d'affiches, que ça soit à des clients, des choses comme ça. Vous aviez eu des cours avant? Ouais, moi alors pas pour la vente, mais pour la presta, oui. Okay. J'avais des cours en école de design, on avait des cours d'éco-gestion qui étaient surtout orientés pour les futurs freelance parce que en gros la prof partait du principe que même si on n'avait pas forcément tous envie d'être freelance, c'est ce à quoi on allait être un peu le plus vite confronté dans nos métiers.
Et donc, on avait eu pas mal d'infos là-dessus. Et le truc de base, on va dire, le conseil de base, c'était vous facturez pas en dessous de 300 € la journée. C'était ça le... Donc, en fait, j'avais ça comme point de départ. Oui. Et je trouve Oui, ça moi aussi. ahurissant qu'il y ait plein d'écoles où ils n'ont pas un seul cours là-dessus. Oui, c'est clair. Parce qu'en fait, moi, ça me paraissait Pas eu de hyper... cours dessus, j'ai une masterclass de 30 minutes. 30 minutes. En combien? En 4 ans. Après, j'estime avoir eu une super formation. En même temps, j'ai conscience qu'établir un programme, c'est compliqué, que tu peux pas tout faire. Et donc, il y a des trucs sur lesquels ils ont mis de l'importance qui étaient justifiés, je trouve. Mais je sais pas si c'était parce que c'était plus une approche, une posture de toute façon, vous irez forcément en agence pour vous faire du réseau, pour vous faire la main, forcément un CDI et freelance dans 5 à 10 ans. Mais j'ai l'impression que on a abordé le sujet. Et puis même, on va dire, en dehors des cours avec des profs, etc. et tout, c'était pas non plus une bête noire dont on parlait pas. Mais c'était pas si évident, j'ai l'impression. Enfin, moi, je l'ai pas compris comme ça, je l'ai pas reçu comme ça, qu'on pouvait se lancer en freelance direct. Pourtant, je l'ai fait. Mais je l'ai fait en me disant, mais là, je fais un gros fuck à tout le monde. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça dans les Si, à ce que j'ai vu dans les autres vidéos, de toute manière, pour l'instant, ma chaîne n'est pas rémunérée. Oui, voilà. Mais de ce que j'ai vu, il faut juste que dans les 5 premières minutes, un truc comme ça, il faut pas qu'il y ait d'insultes. Ou dans un temps, là, je crois que le temps est passé. Donc tu peux... Et du coup, j'avais vraiment l'impression de me mettre à contre-pied de la société. Enfin, mais vraiment. pareil. Et mes parents, ça a été, mais elle est complètement folle de se lancer en free direct alors qu'elle a ni contact ni réseau. Et j'en avais conscience. Je savais que, en fait, moi, je me suis toujours dit, j'atteindrais peut-être le même objectif que si je me mets en agence ou en CDI à la place du free. Mais c'est juste que ce sera pas le même rythme et que je passerai par un chemin différent qui sera peut-être plus tortueux. On en parlera plus tard, plus lent, on en parlera plus tard. Et encore, vu la conjoncture actuelle, moi je sais plus quoi penser. Mais. Et t'as fait une alternance avant ou pas? Pas du tout. Non. À moi, vraiment, j'ai pris tous les risques. Okay. C'est que je suis sortie de l'école avec, du coup, dans la poche, ma demi-heure de masterclass. Je suis allée faire un stage en direction artistique de 6 mois à Paris. Je suis rentrée, je suis partie voyager et ensuite je me suis dit je me fous en freelance comme ça. Et à la limite j'ai abordé un peu la question de TJM, de taux journalier, donc peut-être que tu voudras en parler tout à l'heure, mais de facturer au temps passé sur un projet, donc soit au taux horaire, soit au taux journalier, avec du coup mes directeurs artistiques à Paris. J'en ai presque plus parlé à ce moment-là qu'à l'école, quoi. Moi, je suis du coup intervenante en bachelor et en master. Et donc là, mes masters, je les ai suivis en première année et en deuxième année. Et c'est moi qui ai demandé à la directrice, est-ce que c'est possible de, pendant un cours, faire un cours vraiment de 3 heures sur le freelance, leur apprendre le taux journalier, leur apprendre l'URSSAF, les différentes déclarations, ces machins. Et c'est un sujet. Et elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Mais je ne sais pas du tout si je n'avais pas pris cette initiative. Ouais, ça venait pas d'eux, quoi. Pas sorti du master sans aucune information sur le sujet. Ouais, c'est abusé. Alors qu'il y en a énormément qui veulent devenir freelance. Après, je dis ça se trouve, il y a d'autres profs qui ont fait des interventions, ils ont déjà eu des informations. Mais c'est pas au programme, quoi. Mais moi, je trouvais ça tellement important parce que le nombre de personnes qui m'ont dit je pensais pas me mettre en freelance et au final quasiment toute la classe est passée par le freelance. Et oui, c'est ça. Parce que en fait nous on avait 2 heures d'éco-gestion par semaine toute l'année pendant 2 ans. Donc la première année, moi c'était un peu particulier parce que j'ai participé à un concours d'entrepreneuriat et du coup mes cours d'éco-gestion servaient à préparer ce concours d'entrepreneuriat. Mais du coup, c'était super parce que c'était hyper concret, quoi. Donc, j'ai appris à faire des business plans, enfin, un business plan, un plan de financement sur 3 ans, tous ces trucs-là. Je ne sais pas faire, moi, ça, personnellement. Ça, c'était génial. Tu dis que t'avais 30 000, moi, j'ai eu 2 jours. Et après, par contre, en deuxième année, mais de master, bref, il n'y avait plus ce truc de concours, c'était pour les premières années. Mais du coup, les cours d'éco-gestion étaient de vrais cours d'éco-gestion. Et donc, on a vraiment passé quasiment toute l'année plutôt sur le côté freelance, sachant que je me souviens, la prof avait demandé, elle avait posé la question de, OK, à main levée, qui pense se mettre en freelance après le diplôme? Oui, pareil. Et il y avait peut-être
je sais pas, 4 personnes qui avaient levé la main. Enfin, bref, une minorité avait levé la main pour dire qu'ils voulaient faire du freelance. J'avais dit, OK, moi je vous dis ça comme ça, mais il y en a au moins les 3 quarts d'entre vous qui seront freelance dans les 3 ans suivant le diplôme, quoi. Elle dit, même si c'est pas ce que vous pensez faire pour l'instant, c'est ce qui va se passer. Dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Donc moi, j'ai envie de vous préparer à ça. Et du coup, on avait aussi eu un peu des cours sur le salariat et sur les clauses à lire dans un contrat salarié, les trucs de non-concurrence et les machins. Enfin bref, on avait eu quand même des trucs sur le salariat. Mais on avait eu beaucoup de choses sur comment bosser en tant que designer. Et c'était pas forcément que sur combien facturer, mais même sur... Pour juste acheter prix et prix. Non, c'était pas ça, mais c'était sur qu'est-ce qui peut faire partie de frais professionnels, tu vois, et le fait que, en fait, quand tu demandes 300, enfin surtout quand t'es étudiant, t'as l'impression que 300 € par jour, tu te dis mais putain, mais ok, c'est l'Eldorado le truc. Et en fait, après, tu te dis oui, mais en fait, tu as un ordinateur à payer, tu as des abonnements, il faut que tu mettes dans le... Ah non, mais là, 80 balles par mois, Adobe, s'il vous plaît, remboursez-le. Voilà, donc tu as la suite Adobe, même moi j'étais en design d'espace, donc il y a plein d'autres logiciels d'aménagement, etc., enfin de 3D et tout ça. Et puis même l'électricité, l'abonnement Internet, tout ça, c'est des choses qu'il faut que tu prennes en compte. Donc on a appris tout ça, qui, moi, à l'époque, effectivement, j'avais pas levé la main pour dire que je voulais être freelance à la sortie du diplôme. Moi, je pensais être salariée quand même pendant quelques temps avant d'être freelance. Et au final, j'ai fait 10 mois d'agence avant d'arrêter. Donc, je suis bien contente d'avoir eu ces cours. Nathalie, si tu passes par là. Et c'est fou parce que du coup, c'est toi qui as eu plus de cours, c'est toi qui as eu 30 minutes. Et au final, c'est toi qui signe avec le plus de clients dans l'illustration ou dans le graphisme. Parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, Casso, elle fait surtout de la vente du coup, de ses affiches, des cartes postales, etc., dans des boutiques, dans des marchés. Et Léa, elle est beaucoup plus du coup dans les contrats avec les entreprises. Moi, je suis plus un entre-deux. C'est pas le même contrat. On pourrait parler de notre rythme de contrat, enfin je sais pas comment dire, mais notre... Moi, je vous conseille ce petit livre. J'en ai parlé dans ma toute première vidéo YouTube et je le reconseille aujourd'hui. Moi, j'ai la version 2021 parce que c'est à peu près la période où vous les mettez lancés, mais il faut savoir que c'est un livre qui a une édition par an qui sort, avec du coup à chaque fois, à chaque année, la mise à jour. Des mises à jour avec les nouvelles lois qui passent. Parce que le souci, quand vous regardez des vidéos de personnes qui vous expliquent comment se lancer, etc., des fois, c'est des vidéos qui ont genre 5-6 ans. Et donc, en fait, toutes les lois ont changé entre-temps. Ah, c'est obsolète. Mais c'est marrant que tu parles de ce livre, parce que la masterclass, pardon, je t'ai coupé, mais la masterclass d'une demi-heure qu'on a eue, c'est l'auteur de ce livre. C'est vrai, oui. Ça upgrade un peu le truc. Voilà. Non, mais j'étais très contente de l'avoir, mais sur 30 minutes, Oui, c'est une heure. Voilà. Donc, après, je me suis acheté le livre. Je sais pas comment ça se passe en effet, mais oui, donc c'est marrant. C'est marrant. J'avoue avoir lu 3-4 pages, je pense. Je préfère écouter et discuter que de bouquiner. Et du coup, est-ce que vous trouvez que du coup, l'argent, c'est un sujet tabou dans le milieu artistique ? Je dirais de mon expérience, de mon entourage, de mon réseau, non. Je trouve que ça va. Ouais. Après, est-ce que c'est moi aussi qui choisis de m'entourer des gens qui n'ont pas de tabou, sûrement. Et je pense qu'il y a un truc générationnel aussi. Oui, complètement. Ouais. Et aussi de selon comment t'es perçu par tes pairs, justement, est-ce que t'es... c'est une petite amatrice qui fait son premier marché, ou est-ce que c'est... non, en fait, ça fait des années que c'est son boulot, et donc on commence à parler chiffres. Parce que je sais, moi, les premiers marchés, quand tu dis aux gens, alors, t'es content de ta journée, tu vas avoir des réponses hyper floues. Enfin, c'est... ouais, ça va. Ok, et sauf que quand toi t'es en train de te lancer, tu te dis oui, mais du coup, en fait, moi quand je me suis lancée sur les marchés, j'avais pas d'échelle de savoir à partir de combien je suis contente ou pas. Enfin, je savais que j'avais fixé mes prix en regardant les prix du marché, en calculant certes mes frais avec les frais d'impression, les ceci, les cela, l'URSSAF et tout ça, ok, mais... T'avais déjà ta marge produit, toi. En gros, moi j'avais regardé quand même combien ça me coûtait de produire et de vendre un dessin, mais j'avais aussi regardé sur plein de boutiques en ligne d'illustratrices françaises
très importante parce que du coup, selon d'un pays à l'autre, comme on n'a pas la même fiscalité, justement, ça peut tout changer sur le prix d'un produit. D'une ville à l'autre. D'une ville à l'autre aussi, donc j'avais regardé beaucoup Toulouse et après j'avais regardé un peu d'autres illustratrices françaises que je suivais sur Insta. Et donc j'ai regardé sur leur boutique en ligne, format par format, combien elles facturaient leurs produits. Et je m'étais basée là-dessus, tout simplement, pour être dans les prix du marché, parce que pareil, la prof d'éco-gestion nous avait bien dit à quel point c'était délétère pour tout le monde de se placer en dessous des prix du marché. Tu me fais mal, mon chat. Oui, parce que sachez que si ce podcast est tourné chez moi, parce que je vais peut-être le sortir aussi de manière audio sur les plateformes, etc. Donc il y a peut-être des personnes qui ne rencontrent pas visuel. J'ai 2 chats à la maison. Donc si vous entendez quelqu'un crier, c'est peut-être parce que c'est un petit chat qui saute sur des... avec des griffes. Voilà. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais du coup, moi, la première année, elle s'est très bien passée parce que j'ai signé avec un gros client qui me reprenait vraiment toutes les semaines. Et donc, je gagnais beaucoup d'argent. Et j'ai vraiment mes proches... qui avaient 40-50 ans, qui m'ont dit c'est bien si t'en parles pas. Si tu dis pas les montants, que ce soit à tes proches, que ce soit un repas de famille, que ce soit les trucs comme ça. Sinon, tu vas faire des envieux, tu vas avoir des personnes qui vont pouvoir t'utiliser, qui vont se sentir mal à côté de toi, etc. Donc, reste flou et ne dis pas. Et genre, vraiment, je ne comprenais pas. Et on m'a jamais dit ça, mais heureusement. de mon âge qui m'a déjà dit ça, quoi. Pas tant sur les contrats, mais sur les marchés, je trouve qu'au début, effectivement, moi, je trouvais que ça avait l'air tabou de savoir combien on a fait ou pas. Et surtout, très vite, on me dit, mais de toute façon, ça dépend d'un marché à l'autre, d'une personne à l'autre. Et puis surtout, sur les marchés de créateurs, on fait pas forcément tous le même type de produit. On n'a pas tous les mêmes objectifs de chiffre d'affaires. Puisque, encore une fois, chiffre d'affaires et bénéfices, c'est vraiment pas la même chose. La matière première, on est chanceuse d'avoir une matière première. Oui, c'est ça. Par rapport à la maroquinerie, sur du cuir ou des trucs comme ça. Céramique et compagnie. Céramique, ouais. Ou même, tous ceux qui font de la pièce unique et tout, ce qui n'est pas forcément notre cas. Parce que quand tu débarques, c'est un nouvel écosystème, en fait. Et donc, du coup, moi, en tout cas, je me disais, je connais pas tous les codes encore, je suis pas hyper proche des gens et tout. Donc, je voulais pas arriver avec mes gros sabots et dire, alors, t'as gagné combien, Michel, tu vois? Non. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est en posant des questions plus précises que les gens, finalement, ne sont pas forcément contre donner des réponses plus précises. Mais pour avoir une réponse précise, il faut poser une question précise. Ou alors, il faut être franche. Dans le sens où, par exemple, moi, la dernière fois, j'ai été transparente en disant matinée plutôt calme, mais ça va, j'ai quand même fait 100 €. Et en disant la somme, la personne s'est sentie du coup légitime de me donner la somme sans que je pose trop la question. Parce que j'étais la première à donner du coup l'information. C'est ça. Et donc elle s'est dit, comme elle donne l'info, je donne l'info aussi. Je l'ai évidemment pas forcé. Et comme ça, il y a moyen de se comparer. Et même en dehors des marchés, même si les marchés, c'est vrai que vraiment, on voit littéralement la personne à 2 mètres de nous échanger des billets. Donc il y a vraiment la notion d'argent qui est vraiment présente. Quand je discute avec d'autres illustratrices que je peux admirer sur les réseaux sociaux ou juste autour d'un café, etc. En fait, je trouve ça vachement rassurant quand même de poser des questions pour creuser le sujet, parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des personnes sur les réseaux, on dirait qu'elles réussissent complètement, c'est incroyable, etc. Et en fait, en creusant, on se rend compte que finalement, en fait, c'est juste qu'elle étale en faisant plein de vidéos sur le même client, mais qu'en fait, elle a été payée une fois, pas beaucoup, et qu'au final, soit elle a un taf à côté, soit elle galère autant que toi, ou même pire, malheureusement, des fois. Ou si elle réussit, vraiment, c'est un puits d'informations super intéressant. Mais dans tous les cas, ça peut apporter que du bien de poser des questions, je trouve. Oui, c'est clair. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est très vite, très bien entendu, Léa et moi. C'est qu'en fait, le jour où on s'est... Enfin, du coup, c'est pas le jour où on s'est rencontrés, mais le jour où on a fait cet événement, la foire de la Colombette, on a fait le premier jour ensemble. Vraiment, on a passé une journée de folie en termes de rythme, de vente, enfin de tout. Et on s'est rejoints le soir pour covoiturer. Et on était, explosés de fatigue, mais avec des étoiles dans les yeux. Et on se regarde... Alors, toi aussi, moi aussi, incroyable, ah ouais. Et je me souviens, tu m'as dit justement, c'est tabou pour toi ou on peut se dire combien on a gagné? Et j'ai dit,
non, moi, c'est pas tabou, j'ai fait 500 balles. Et tu dis, oh, pareil, mais incroyable, machin. Et à partir de ce moment-là, vraiment, le lendemain, limite, toutes les demi-heures, 500, 584. Oui, c'est presque ça. à dire les centimes. Et en fait, comme on a été direct sur la même longueur d'onde, et aussi parce qu'on était sur la même échelle de revenus, ce qui aide toujours à se sentir à l'aise de parler dessous. Parce qu'effectivement, si j'allais dire, ouais, je suis trop contente, j'ai fait 500, et que tu me dis, moi, je suis trop contente, j'ai fait 100 €, bon, peut-être que le lendemain, j'aurais pas dit, j'ai refait 500, tu vois. Oui, parce que il y a aussi le côté d'avoir juste un peu de tact avec les gens. Mais si la personne te demande, tu vas le dire, mais tu vas pas aller lui courir. Oui, c'est ça, je vais pas aller voir tout le monde en disant, devine combien j'ai fait aujourd'hui, quoi. Mais quand on me pose la question, franchement, je donne la réponse. Et même en DM sur Insta, ça m'arrive des gens que je connais pas, enfin, qui sont de Toulouse et qui me disent, dans telle boutique, t'as gagné combien? Enfin, la question, c'est jamais t'as gagné combien, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu trouves que machin? Et moi, j'ai aucun problème à donner mes chiffres et dire, dans telle boutique, j'ai fait tant de chiffre d'affaires ce mois-ci, mais le mois d'après, j'ai fait 2 fois moins ou 3 fois plus. Enfin, voilà. Est-ce que vous pensez, du coup, qu'on peut vraiment bien vivre de l'illustration ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'illustratrices qui, à côté, soit font du graphisme, soit sont influenceuses, pour celles qu'on voit sur les réseaux beaucoup. Encore une fois, Ectomorph qui a évoqué le fait qu'aujourd'hui, elle était beaucoup plus influenceuse que illustratrice, parce que ça rapporte mieux et que ça permet de vivre. D'autres qui ont d'autres métiers. J'ai pas envie de spoiler tous mes prochains parce que du coup, ça me fait penser directement à ça. Mais est-ce que vous pensez que du coup, de l'illustration pure, on peut bien gagner sa vie? Ou est-ce qu'on va rester un peu à notre stade actuel qui est on a envie et on va pas s'acheter une villa? Moi, déjà, je pense qu'on pense à une personne toutes les trois, mais j'ai pas envie de dire le nom, qui sera sûrement un de tes invités. Ah, tu peux, j'ai une de tes invités. Moi, j'ai l'impression, mais encore une fois, s'il faut, je me trompe, qu'elle arrive à vivre. Après, encore une fois, ça veut tout et rien dire confortablement. Mais je pense qu'elle arrive à vivre confortablement selon, la perfection que je me fais de la confortabilité, uniquement grâce à l'illustration. Mais j'en connais plus. Je pense aussi, et encore une fois, peut-être que je me trompe, à Laura Deleuze. Elle a, je pense, cette casquette de graphiste, mais elle a développé sa patte et j'ai l'impression, parce que je la suis beaucoup, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son taf, qu'on vient la chercher quand même pour le style Laura Deleuze, pour son style en tant qu'illustratrice. Et des fois, elle fait des petits projets où elle s'émancipe un peu de sa patte, mais ça reste quand même dans sa DA d'illustratrice et elle fait pas d'influence. Et j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de projets. Et qu'elle arrive à en vivre. Encore une fois, je ne vais pas poser la question. Oui, après, j'allais dire la différence entre Laura Deleuze et Laura Deleuze, on la connaît pas. On connaît pas sa vie, en vrai. Donc, ça revient au premier sujet de ce qu'on voit sur les réseaux. Exactement. Que le coup, on la connaît un peu plus. On a un peu plus une idée de ce à quoi ressemble sa vie. Et du coup, effectivement, elle a l'air de bien s'en sortir, mais on sait aussi les galères qu'elle a traversées pour arriver là où elle en est aujourd'hui, que c'est pas tombé de nulle part, et que elle a très bien. Ouais, et que elle est pas au stade de s'acheter une villa non plus. Ah oui. Il y a toujours ça. Ça veut dire quoi, bien vivre. Et ça, je pense qu'on a toutes, encore une fois, des échelles différentes et des des étapes différentes, on va dire. Mais je pense que Du coup, autre question. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre aisément de l'illustration avec des clients français? Oui, c'est ça, parce que effectivement, la vie d'aller avec des clients français en France, en vivant en France, avec l'immobilier français. Si tu exclus complètement le graphisme et que tu gardes que l'illustration, il y en a quand même pas tant des illustrateurs, et même des illustrateurs qui peuvent être même connus du grand public, ou pas forcément, où le grand public connaît pas forcément leur nom, mais quand tu vois un dessin, tu te dis ah mais oui, c'est le même qui a dessiné ça ou qui a fait ci ou quoi, ou tu sais, pour des albums jeunesse ou des choses comme ça. Je pense que c'est de moins en moins le cas déjà, et en plus c'est surtout de plus en plus dur de rentrer dans ces petits chemins-là de faire de l'édition, faire ceci, faire cela. Donc je pense que ça a pu être le cas, mais pour une poignée de gens qu'on a vu partout. Mais je pense que pure illustration où tu fais
aucun placement de produit sur Insta, tu reçois aucun produit offert, tu fais que de l'illustration, tu fais pas de graphisme. Ça resserre. J'ai pas d'exemple en tête, quoi, disons. Enfin, pas en France. Alors que si tu développes tes manières, différentes manières d'amener de l'argent en lien avec ton métier d'illustratrice, comme la création de contenu, je pense vraiment que tu peux finir par te mettre bien. C'est ça, la formation ou même de la vente d'images stock. Enfin, il y a plein de manières de diversifier ses revenus. Où nous, même à nous trois, on cumule pas toutes les façons possibles de diversifier les revenus. Mais moi, je mets toujours un peu dans le sac quand même le graphisme. Enfin, je trouve que en fait, je le vois. Certes, c'est deux métiers différents, mais pour moi, c'est pas comme être illustratrice et fleuriste qui ont vraiment peu de choses à voir. L'illustration et le graphisme, certes, c'est deux disciplines différentes, mais moi, quand quelqu'un ne fait que de l'illustration et du graphisme, je dis pas que c'est quelqu'un qui ne vit pas de l'illustration. Enfin, pour moi, ça va quand même ensemble. Tu vois, toi qui fais beaucoup de graphisme, Léa, en plus de l'illustration, je me dis pas que t'as deux métiers. Oui, moi non plus. Mais je pense qu'il y a la tendance qui s'inverse. Je pense qu'il y a quelques années, c'était plus facile de vivre du graphisme que de l'illustration. Parce que question de génération, de vision sociétale, d'acceptation sociétale de faire de l'art un métier compliqué. Donc, si t'es illustrateur pour avoir de la crédibilité, de la légitimité aux yeux des gens complexes, alors que le graphiste, tu restes quand même un technicien qui crée des objets graphiques qui répondent à une problématique de communication. T'es pas dans ce côté arty. Et là, je pense que c'est en train de se renverser parce que, en fait, la technique, mine de rien, est de plus en plus remplacée par les outils, l'IA et compagnie. Et que là où on se démarque maintenant, c'est en ayant un univers ou une patte, etc. Donc, moi, je pense un peu l'inverse. Ah ouais, Ouais, parce que je trouve qu'au contraire, on arrive à avoir des illustrations qui sont soit libres de droit, soit générées par l'IA, etc. Et qu'au contraire, on fait appel à des graphistes pour derrière les mettre en page, mettre la typo qu'il faut au bon endroit, etc. Ah oui, c'est très juste. Et j'ai l'impression qu'on prend plus des graphistes pour justement corriger des erreurs faites par soit des stagiaires sur le Canva, soit par l'IA ou quoi que ce soit. Oui. Et je sais que moi, les missions de graphiste que j'ai fait, c'est genre... fait une mise en page de 800 pages où il faut à chaque fois gérer les césures, gérer les petits points, etc., comment ils sont, où est l'image, etc. Et derrière, c'était des images libres de droit, des PNG libres de droit qui étaient mis sur les côtés à droite et à gauche, mais ils avaient besoin de quelqu'un pour que tout soit droit et carré, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une banque de données énorme maintenant, avec comme tu dis, toutes les images libres de droit et tout. Oui, du coup, franchement, je suis assez d'accord avec toi. Non, mais c'est intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, quand tu parlais, je me disais, je suis trop d'accord avec elle. Et là, quand tu parlais, je me disais, mais oui, elle a trop raison. Donc, et puis aussi, on est encore jeune dans le métier. Donc, je pense que on a aussi des idées de, mais je pense qu'il y a 15 ans, c'était comme ça. En fait, il y a 15 ans, on était au collège, mesdames. Hein, donc, je suis pas sûre qu'on avait un avis, tu vois. Le truc, c'est que je parle de ça aussi par rapport à illustration graphisme parce que j'ai l'impression que comme il y a un nouveau métier qui est arrivé en même temps que nous, qui est du coup être illustratrice et être influenceuse, donc montrer un peu un côté vie de rêve sur les réseaux, il y a énormément de personnes qui ont fait des reconversions professionnelles pour vivre de leur art, mais qui n'ont pas fait des études de graphisme derrière. Donc ils savent par exemple utiliser la tablette pour faire des dessins, pour faire sur Procreate, etc., mais derrière qui seraient incapable d'utiliser toute la suite Adobe, de faire tout ce qu'on a pu faire pendant nos études, etc., qui n'est pas du tout un reproche, mais qui est juste le fait qu'il y en a énormément, j'ai l'impression, qui deviennent illustrateurs en autodidacte avec des applications qui sont plus simples à gérer, entre guillemets, dans le sens où Procreate, je trouve ça beaucoup plus simple à gérer qu'un Illustrator ou un InDesign. InDesign, c'est tous mes étudiants qui n'en peuvent plus. Je trouve que c'est le plus facile. Oui, j'adore InDesign. Moi, Illustrator, pour moi, c'est la bête noire. Ah ouais. Et par contre, j'ai un truc à vous conseiller, les amis. Si vous voulez faire du dessin comme Procreate, mais en vectoriel, foncez sur Fresco. Je ne fais plus que ça maintenant. C'est trop pratique. Moi, j'utilise Illustrator sur iPad. Avec le stylet. Oui, en fait, ça doit revenir à peu près au même, je pense, je sais pas. Oui, il y a moyen. En fait, moi, je me dis, quitte à payer la licence, mieux vaut... Et Fresco, c'est dans Adobe.
Ah oui? Oui, c'est un Adobe. Ah oui, non, là, c'est bon, j'aurais pas... Sachez que le logiciel avec lequel on enregistre avec les micros est aussi dans la suite Adobe. Et effectivement, le truc de l'influence, bah, c'est un peu une nouvelle forme du métier aussi, et qu'on est encore en train d'appréhender, parce que même si les influenceurs et les influenceuses, ok, ça commence à faire quelques années qu'il y en a, machin, que ça soit dans ce domaine-là et que ça prenne la forme que ça prend aujourd'hui, etc., ça reste relativement nouveau, et où on est encore un peu... à tâtons sur ce que ça veut dire, et rien que le fait que Ectomorph dise bah en fait moi aujourd'hui officiellement je suis influenceuse et je suis plus illustratrice, même si elle continue de dessiner et de montrer ce qu'elle produit et de montrer tous les petits stickers qu'elle fait à la main, etc., je trouve que ça veut dire aussi quelque chose, parce qu'elle a vécu de l'illustration quand même pendant plusieurs années, enfin c'était ça sa carrière, mais le fait qu'aujourd'hui finalement elle s'en sorte mieux en étant influenceuse qu'en étant illustratrice, bon, bah pareil, ça pose quand même des questions sur la forme que prend le métier, en fait. Bah, à quel moment tu passes de com à influence? Parce qu'à la base, moi, je me suis jamais dit je veux être influenceuse. Je me dis j'utilise les réseaux pour faire ma com. Oui, mais moi aussi, c'est ça. Mais, oui, mais parce que nous, on n'est pas ni rémunérés par des marques pour en parler, on fait pas de placement de produits, on n'a pas de produits offerts, etc., tu vois. Donc, nous, Léa et moi, même si on utilise nos réseaux sociaux pour parler de notre activité, c'est pas de l'influence. Alors j'ai reçu un bureau, hein. Je n'appuie pas Oui, sur je ne dis pas de l'influence, mais parce que j'ai dit on n'a pas de produit offert, mais toi tu as déjà eu un produit offert. La question que j'ai posée, c'était pas pour dénigrer du tout le milieu d'illustratrice en disant que c'est compliqué d'en vivre, etc. C'est effectivement très compliqué d'en vivre, je ne dis pas le contraire, mais je sais pas vous, mais moi quand j'étais à l'école et qu'on avait genre les autobiographies ou les biographies, enfin bref, de personnes de l'Antiquité, etc., il y avait toujours genre écrit, ils étaient philosophes, ils étaient poètes, ils étaient écrivains, ils étaient machin, ils avaient plein de métiers, et je comprenais pas pourquoi plus tard on me demandait d'avoir un seul métier. Et du coup, je trouve que dans l'illustration, il y a un côté où on peut faire plein de métiers qui est plutôt cool, et ça doit pas être dégradant de vivre de l'influence en plus de l'illustration, de vivre de graphisme, d'illustration, et puis finalement aussi de com, parce que c'est grâce à ça que tu trouves tes clients. Et puis... Ou de bosser dans un bar à côté. Là, du coup, ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui aiment le fait d'avoir les deux métiers, et d'autres qui considèrent ça comme un métier alimentaire, un job alimentaire. Mais tu peux y trouver ton compte. Oui, totalement. Totalement. Et il y en a plein qui sont aussi du coup auteurs de bande dessinée, qui font plein de choses. Et je trouve ça toujours très drôle de voir à quel point on vit un peu dans un autre monde où les personnes qui sont en CDI et qui ont toujours eu un patron, qui ont fait genre 5 ans d'études, puis après ont eu un patron de exactement les études qu'ils ont fait. En soirée, quand ils me demandent vraiment, mais concrètement, en fait, tu vis de quoi? Je ne comprends pas ton métier. Tu n'as pas un salaire qui tombe tous les mois avec un patron qui te file la même somme, etc. Et il y en a plein qui ne comprennent pas du tout ce concept de, en fait, il y a un mois où ça peut être un client, l'autre où ça peut être 3 clients, l'autre ça va être rien du tout, l'autre ça va être une marque, l'autre ça va être les marchés de créateurs, l'autre ça va être une expo, etc. Mais après, moi, en soi, j'ai pas envie de dire on ne peut pas vivre de l'illustration, parce que le fait est que moi j'ai pas eu d'autres métiers depuis 3 ans, donc en soi mais par contre je sais que, et encore une fois, je suis pas en train de m'acheter une villa loin de là. Oui, t'es dans la limite. Donc moi c'est pareil, quand mes potes qui font autre chose me disent mais est-ce que t'as envie, j'ai envie de dire je suis encore là, tu vois, donc mais je suis encore là, mais ça veut pas dire que je suis en train d'avoir des économies de côté ou autre. En fait, la question est-ce que tu as envie, pareil, selon par qui elle est posée, ça sous-entend pas les mêmes choses. Donc il y a ça, et le fait que, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui se lancent dans l'illustration, et même sur les marchés, on l'a vu, rien qu'en quelques mois, on a l'impression que on a doublé le nombre d'illustrateurs sur les marchés à Toulouse. J'ai l'impression qu'effectivement, le fait d'être à son compte et de vivre de sa passion, c'est l'expression aussi qu'on entend beaucoup, et de... moi, j'en avais marre de faire tel ou tel métier un peu classico-classique.
Et donc, je me suis dit, bah, en fait, j'ai toujours été créatif, donc en fait, je vais me lancer et je vais être créatif et faire de ça mon métier. C'est là où tu as le moins d'investissement. On n'a pas besoin d'acheter un four à céramique, on n'a pas besoin d'acheter de la teinture qui coûte super cher, ou des encres spéciales, ou je sais pas, une scie à bois, ou des trucs comme ça, quoi. Ça prend moins de place aussi. Donc, pareil, même si tu habites dans un 9 mètres carrés, tu peux faire de l'illustration, là où faire de la couture, c'est déjà peut-être un peu plus compliqué. Et donc, pour toutes ces raisons-là, ça fait que plein de gens qui veulent se dire « Ok, je quitte mon taf, j'en ai marre, le monde du travail, c'est pas pour moi et tout, je suis créatif. » Paf, ils se lancent dans l'illustration. Mais donc, il n'y a pas... Toutes ces personnes-là ne pourront pas vivre de l'illustration. Enfin, mais je pense comme plein d'autres métiers où il n'y a pas 100% des gens qui se lancent dans un métier qui vont pouvoir en vivre. Mais c'est pas pour autant que personne ne peut en vivre, et surtout ça dépend de qu'est-ce qu'on inclut dans le métier de l'illustration. Parce qu'effectivement, si on inclut le graphisme et l'influence, rien que ça déjà, bah oui, il y a quand même tout un tas d'exemples de gens qui en vivent. Mais ça dépend de ce qu'on met dans cette bulle de ça veut dire quoi être illustratrice. Moi, j'aimerais faire une différence parce qu'en fait, je me rends compte que depuis tout à l'heure, on dit oui, toi, t'as des contrats de graphisme, machin, en parlant de moi. En fait, oui, j'ai des contrats de graphisme, je fais des identités visuelles et compagnie. Mais tu fais pas du tout d'exé, par contre. Alors, c'est pas du tout d'exé. Ouais. Ça va être que du travail de direction artistique. Mais par contre, là, par exemple, si je fais le topo sur le début de l'année 2026 et même fin 2025, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu un vrai contrat de graphisme, dans le sens où ça reste de l'illustration, mais pas en vente de marchandises, en prestat, en service. Mes packaging, bouteilles, canettes, bouteilles, visuel réseau et tout ça, en fait, là, pour le coup, on vient me chercher pour ma patte. Donc, en fait, c'est de l'illustration, finalement. Oui, c'est pour ça que moi, je lis les deux, ouais. Bah, pour moi, en fait, déjà, il faut savoir que il y a deux types de contrats de graphisme. Du coup, il y a de l'exé et vraiment plus de la cession de droit, où vraiment c'est la création de la personne. Et Léa, ça se voit dans les posts que tu partages, etc. Il y a vraiment ta patte dans les créations. On voit que c'est toi qui l'as fait. C'est pas une entreprise qui t'a donné une charte graphique en disant applique-la sur un packaging. C'est-à-dire, on est venu te chercher en te disant on veut ton île ici, on veut ton jeu de typo ici, etc. Et vraiment, ils veulent les choses. Et donc, c'est vrai que même si c'est du graphisme, c'est vraiment du graphisme avec de la création, avec ta patte dedans, quoi. Bah, par exemple, si je fais une identité visuelle, mon style a rien à faire là-dedans et on va même pas voir ma patte. Je vais faire un logo par rapport aux besoins de l'entreprise, par rapport à ses problématiques de marque, etc. Donc, je vais faire l'identité visuelle et on va pas du tout reconnaître que c'est du studio Louley. Ça, tu le mets sur Insta ou tu partages vraiment que les c'est une vraie question. Je ne montre pas du tout à part un story, mais je ne fais pas de post parce qu'en fait, comme beaucoup de graphistes et d'illustrateurs, je pense, je suis complètement toquée avec mon feed. Alors déjà, j'ai peur de perdre les gens en cohérence sur les sujets que j'aborde parce que là, depuis le début, je ne parle que d'illustration sur mon compte. Et en même temps, j'ai peur de perdre en harmonie visuelle aussi. Donc, ça fait à peu près 2 ans et demi que je me pose la question, est-ce que j'ouvre un compte à côté de graphisme? Est-ce que je mêle les deux? Ou au final, est-ce que j'ai envie d'en parler? C'est une vraie question que je me pose de plus en plus, parce que là, on me contacte de plus en plus pour du Louley, et en fait, je crois que ça me plaît bien aussi, même si j'adore faire des identités visuelles. Là, les derniers travaux que j'ai faits, c'est un mix entre graphisme et illustration, parce qu'il y a la mise en page, la question de la typo, de la hiérarchie de l'info, c'est des supports de com, mais il y a toujours de l'illustration dedans, quoi. J'ai pas envie de laisser le graphisme de côté, mais en même temps, je crois que c'est les contrats que je préfère, quoi. De vraiment être dans l'illustration, côté presta, et en même temps, vous me direz que j'adore la vente de marchandises aussi. En fait, non, je sais pas me décider. Mais c'est pareil, moi, quand j'ai commencé, j'ai créé 2 comptes Insta pour séparer vraiment le graphisme et l'illustration. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre d'illustration et d'arrêter le graphisme. Mais pas parce que je dis non au graphisme, c'est juste que maintenant, on vient me chercher pour l'illustration. Oui, ça se fait naturellement. Je contacte aussi avec l'illustration. Parce que je sais aussi que c'est ma force, et c'est ce qu'on m'a dit en master, c'est que quand j'ai fini mes études, on m'a dit « mais n'essaye pas de vivre de graphisme, essaye de vivre de l'illustration, c'est ta force, ça sent que c'est ce que t'aimes faire, et ça sent que genre, c'est ta force comparé à d'autres graphistes qui sont plus doués que moi complètement, hein. Et donc j'ai vraiment mis l'appui là-dessus, mais j'ai vraiment voulu séparer les deux parce que j'ai un prof qui nous avait dit, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais du couteau suisse, que justement les clients n'aimaient pas le fait que tu puisses faire plusieurs choses et que c'était mieux d'avoir du coup un nom d'artiste
pour les illustrations, un autre nom pour le graphisme ou pour un autre style, etc. Et que chaque nom soit associé à un style en particulier. Vous avez mis l'exemple, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais le gars qui a illustré Les Trois Brigands, le dessin animé, les livres pour enfants, tout ça, il faisait des BD de porno à côté. D'accord. Et donc, il était obligé de choisir des noms d'artistes différents, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas avoir le même nom avec à la fois les illus pour enfants et les illus pornographiques à côté. Là, ça paraît à peu près évident. Voilà. Donc, évidemment que c'est un exemple qui est très gros, mais même le fait de séparer vraiment, de me dire que Pollen, c'est l'illustratrice et Élodie, c'est la graphiste, ça m'a beaucoup aidé, puisque du coup, c'est pas le même portfolio qui est envoyé, c'est pas les mêmes exemples, c'est pas le même compte Insta, etc. Alors que moi, j'ai tout mélangé. Mais parce qu'en fait, c'est ta patte partout, donc c'est pas dérangeant. Je pensais pas créer ma patte. En fait, je voulais rebondir sur ça tout à l'heure. Je me suis jamais dit je suis illustratrice. Mais ça a toujours été un peu un fantasme. Oui, mais pareil. Ça a toujours été un peu un fantasme. C'est intéressant, mais un fantasme inaccessible. Et tu vois, je suis sortie de mon école, je me suis dit, je suis en freelance graphiste, je vais faire des logos et des identités visuelles. Et puis après, mine de rien, je voyais, j'adore l'art, j'adore les illustrateurs, je voyais tout le monde avec sa petite patte, avec son petit univers, et je commençais à être un peu obsédée, de me dire, moi aussi, je veux créer mon monde. Je veux créer mon monde. Et du coup, je me suis foutue dans le Inktober, et en fait, de faire un dessin par jour. Je me suis dit, là, tu vas te créer ton univers, il faut que tu penses comme une collection et que chaque dessin soit cohérent, en fait, et qu'il soit tout ça harmonieux. Et c'est là que j'ai développé mon truc. Et après, ça avait fait l'effet boule de neige, de fil en aiguille. J'ai vu que ça avait plu, papa, et j'ai commencé à vendre ça. Mais à la base, je m'étais pas du tout posé cette question-là. Donc en fait, j'ai démarré en mode studio Ray, studio de graphisme, et après, paf, ma petite patte s'est développée, et c'est venu se greffer au truc. Donc ça, c'est super intéressant, parce que vraiment, quand on dit illustrateur et illustratrice, je mets au féminin depuis tout à l'heure, parce qu'il y a énormément de femmes dans ce milieu. On pense vraiment à la meuf qui dessine depuis qu'elle est toute petite, c'est son rêve de vie de dessin, et elle fait des études d'illustration par passion, et elle veut faire du dessin, etc. etc. Alors qu'en fait, il y a plein de personnes qui soit ne voulaient pas faire ça, soit ont découvert la passion du dessin tard, soit qui ont vraiment le sens du design plus que vraiment du dessin au crayon, etc. Et franchement, dans mon école, les meilleurs directeurs artistiques, les meilleurs graphistes, c'est ceux qui ne savaient pas dessiner. Moi, j'ai jamais aimé spécialement dessiner. Mais j'ai commencé les études de design à 15 ans parce que je voulais être designer, mais pas pour dessiner. Moi, je voulais faire à la base les décors et les costumes et les mises en scène de danse, de ballet et de théâtre, d'opéra, etc. Et donc, je suis rentrée en art appliqué aussi parce que juste les cours m'avaient l'air intéressants, notamment les cours comment ça s'appelait, art, technique et civilisation. Ce qui n'est pas tout à fait de l'histoire de l'art, mais qui, en gros, on m'avait dit, ouais, on va apprendre à... t'étudies les hiéroglyphes et t'étudies genre les plans des temples grecs et pourquoi c'était conçu de cette façon-là, et en même temps c'était l'exemple à l'espèce de réunion d'information pour l'orientation, quoi. C'était, voyez, toutes les chaises sur lesquelles vous êtes assises, elles ont été dessinées et maintenant elles existent. Les fenêtres de la pièce dans laquelle on est, elles ont été dessinées maintenant. Et en fait, c'était ça qui m'intéressait. C'était pas la partie dessin, c'était la partie créer des choses qui vont exister. Et conception. C'est ça, c'est vraiment la partie conception qui m'intéressait, et c'est comme ça que je suis rentrée dans les études de design, où les premières années, vraiment, chaque nouveau projet, je me disais mais je vais faire du produit, mais ça va être trop bien. Ou après, mais je vais grave faire de la mode. Mais non, en fait, c'est l'espace, et machin. Et puis, au final, c'était quand même plutôt l'espace, mon truc, mais j'ai toujours eu tout ça pour dire, j'étais toujours entre espace et graphisme, et c'était ça qui me bottait. Et après, une fois que j'ai eu mon master, quand j'ai bossé en agence, j'avais plein de choses, plein de tâches différentes dans mon métier quand j'étais en agence, mais j'avais notamment la création d'outils de médiation, donc qui s'apparentent plutôt à du graphisme. Et quand j'ai quitté cette agence-là, je me suis pas dit je quitte l'agence pour devenir illustratrice. C'était je quitte cette agence parce que j'ai envie de quitter cette agence. Donc ça, c'était une première information. Et après, c'était et donc ensuite. Et en fait, je me voyais pas du tout repartir dans du salariat, ou rester dans du salariat.
c'était impossible pour moi. Donc je me suis dit, du coup, je vais me mettre à mon compte. Comme en plus, de toute façon, je savais déjà que c'est ce qui se faisait beaucoup dans nos milieux. Et sans penser à l'illustration, mais au design en général, beaucoup de jeunes diplômés designers sont à leur compte. Moi, j'ai plusieurs personnes qui sont ou ont été à leur compte dans mon entourage très proche, donc en plus ça me paraissait pas si fou ou ou comme tu disais tout à l'heure, l'impression de faire un gros fuck à tout le monde ou quoi. Moi, c'était beaucoup plus logique et normal d'être à son compte. Et je me suis dit, ok, je vais me mettre à mon compte, mais donc pour faire quoi? Et je me disais, j'ai pas envie de faire du design d'espace pur et dur. C'est pas ça. Le graphisme, j'avais un peu ce truc de, mon diplôme, il dit pas graphiste, il dit design. Donc, en parallèle de tout ça, j'ai toujours suivi beaucoup d'illustrateuristes sur Insta, et notamment pour tout ce qui est album jeunesse. J'ai toujours adoré les albums jeunesse et j'ai toujours trouvé ça super beau. Et après, je voyais toutes ces personnes qui vendent leurs illustrations sur des boutiques en ligne, et où je trouvais ça trop mignon. Et où je me disais, mais en fait, dommage, je pourrais jamais faire ça, mais en vrai, je trouve ça trop beau, quoi. Et en fait, comme il y a eu un moment une mode des dessins hyper minimalistes, très coloré et très minimaliste, je me suis dit, ça pour le coup, peut-être je sais faire. Et après, c'était aussi au moment de la mode quand il y a eu la naissance, c'est quand j'étais au lycée, je pense qu'il y a eu les Marcel qui sont arrivés, donc les affiches de villes. Et puis après, il y a eu les cartes des villes avec les trucs machin. Et ça, j'adorais parce que ça mêlait du coup espace et patrimoine, les trucs qui m'intéressaient par ailleurs. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé à faire, mais juste pour moi et pour mes potes, la carte de Lyon, parce que j'étais à l'école de design à Lyon. Enfin bref, j'ai commencé à dessiner, mais de façon numérique. Ce qui là a pour moi été le plus gros changement par rapport aux cours de dessin et aux cours d'art où c'était tout à la main, où c'était pastel, fusain et compagnie, peinture et tout. Les profs de la prépa, ils étaient vraiment team à la main, ce qui peut s'entendre et se défendre, mais juste dans les faits, du coup, j'ai dessiné au fusain pendant 2 ans, quoi. Mais ce qui est, pas ce qui est une bonne chose, mais je trouve qu'il y a énormément de personnes qui malheureusement achètent une tablette graphique beaucoup trop jeune à leurs enfants parce qu'ils aiment dessiner, en se disant il faut, avant de rentrer dans les écoles, de faire machin, il faut savoir faire de numérique, etc. Alors que le fait de savoir faire à la main avant, ça rajoute un truc très humain et vivant dans l'illustration, je trouve. C'est ce qu'on t'apprend en mana. De déconstruire justement tout ce que tu connais déjà pour repasser. Ça existe encore, la mana? Je sais pas. Bon, étant donné qu'on parle énormément, il n'y avait plus de batterie dans la caméra parce qu'évidemment, j'ai pas de caméraman pour dire quoi que ce soit ou pour gérer les batteries. On va continuer. On parlait du coup du fait que... J'avais pas prévu d'être illustratrice. Voilà, exactement. Et moi non plus, et toi du coup, juste quand j'ai quitté mon taf salarié, donc je voulais pas rester salariée, je me suis mise à mon compte, je savais pas trop pourquoi. Il y avait d'un côté le fait que je trouvais ça stylé d'être illustratrice, mais je me disais, mais de toute façon, moi, je sais pas dessiner, donc je ferai pas ça. Et donc, j'ai commencé à faire des dessins à la tablette. Et en fait, au moment où je me suis dit, je veux pas retrouver du travail salarié, je sais pas trop ce que je veux faire ou quoi, je me suis dit, je vais prendre ce temps-là pour faire tous les projets créatifs que j'avais pas eu le temps de faire jusqu'à présent, parce que entre les études et le taf, j'avais pas eu le temps de faire ce que je voulais. Et j'avais notamment plein d'inspi de dessins enregistrés sur Instagram, sur Pinterest et tout. Donc j'ai commencé à faire ça. Et puis c'était pas longtemps avant Noël. Donc en fait pour Noël, j'avais prévu d'offrir à tous mes proches plein de dessins que j'avais fait d'après des photos, etc. Donc je me suis mise à dessiner comme ça. Pareil, comme j'avais du temps, j'ai une amie avec qui j'ai fait du coup mes 3 ans de lycée art appliqué, où ça fait donc des années, donc depuis, on a eu le bac en 2016, donc ça fait très longtemps, qu'avec cette copine, on se dit on veut trop faire des projets ensemble, on veut trop faire un truc ensemble, mais la fille habite à l'autre bout de la France, c'est-à-dire que je suis à Toulouse, elle est à Strasbourg. Donc vraiment, on peut difficilement faire plus opposé. Et là, j'étais en mode, vas-y, j'ai le temps, c'est le moment de faire un projet ensemble. On fait un projet d'expo. Et du coup, on a fait tout un projet d'exposition où elle, pour le coup, elle était déjà très dessinatrice, et même si c'était pas son métier d'être illustratrice, j'essaie de la convaincre que ça peut l'être, parce que pour le coup, elle a vraiment un talent fou en dessin. Et en fait, c'est un peu par là que je suis rentrée dans... en fait, c'est bon, je travaille à mon compte et j'ai des projets perso, etc. Et il y avait aussi tous les marchés de créateurs, où en fait, moi, j'ai toujours adoré ça. Et quand j'étais petite, déjà, ma mère faisait des marchés de créateurs, des marchés de Noël, etc. Et donc, ça a toujours, encore une fois, été un truc un peu pas si fou. C'était déjà...
assez évident, quoi. C'est ça, ça existait. C'est ça, ça existait déjà. Putain, mais j'aimerais trop avoir un stand sur les marchés. Et donc, en fait, j'allais à plein de marchés de créateurs à Toulouse et je parlais avec un maximum de personnes pour savoir comment tu as eu ton stand, comment ça se passe une journée de marché, quel asso contacter, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu des contacts d'associations. Alors, au début, tu contactes les assos et te disent revenez l'année prochaine, on n'a plus de place. Mais bref, donc en fait, ça s'est fait comme ça petit à petit. Et c'est comme ça qu'après, début 2024, j'ai eu. Enfin, du coup, en 2023, j'ai fait mes premières expos et en 2024, j'ai fait mes premiers marchés. Ok. Voilà. Et du coup, c'est parce que les marchés, c'est dans la catégorie illustration que du coup, je me suis dit ok, bon, bah, ça veut dire que je suis illustratrice. Mais je me suis pas dit je vais devenir une illustratrice. Ça s'est fait vraiment au fil de l'eau et un peu au fil des projets. Et c'est le fait, parce que tu as parlé à un moment de créer de trouver ta patte et de créer une collection, etc. Moi, c'est au début, voilà, j'avais plein de dessins, mais qui étaient tous dépareillés, on va dire. Et c'est quand j'ai commencé les jeux de mots, les petits duos de jeux de mots, où en fait, je me suis dit, là, j'ai une collection de 9 dessins. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu ça sur mon stand, j'ai vendu quasiment que ça. Et donc, petit à petit, c'est ça qui a pris le plus de place sur mon stand, parce que c'est ce qui marchait le mieux et ce qui, pour le coup, était le plus représentatif de moi, quoi. Je commence toujours par ce truc-là de la palette, mais pour le coup, comme si j'étais peintre et que j'avais ma palette et que je devais préparer mes peintures, ou comme quand on fait une charte graphique, en fait, où on détermine les couleurs d'une charte graphique, et ensuite, du coup, quand on a des éléments à créer, on se sert de la charte graphique pour créer. En fait, je me fais un peu... Ouais, c'est le kiff du graphique. C'est ça, en fait, je me fais des chartes graphiques pour de l'illustration. C'est la liberté dans la contrainte. Le fait d'avoir un univers, tu déclines à l'infini, mais dans ta petite bulle l'univers, quoi. Mais je te rejoins de ouf là-dessus, parce que moi, pour les illus, c'est pas tant le fait de dessiner à proprement parler qui me fait kiffer. C'est vraiment presque le moment que je préfère, c'est de penser l'illu, le thème, et de faire le croquis conceptuel de composition. À partir du moment où je dois la mettre au propre, ça me fait chier. Vraiment de tracer les trucs. C'est pas ça, c'est pas là où je prends le plus de plaisir. Ouais, c'est ça. Ma passion, c'est pas le dessin, c'est de réfléchir à un truc qui fait kiffer. Et surtout, vu que c'est très orienté vente, mon travail, je le fais pas pour me faire de la thune, sinon j'aurais choisi un autre métier. Mais en tout cas, c'est à destination d'un public. Moi, mon kiff, c'est le moment où les gens ils découvrent mon travail et où ils se tapent des barres sur mes jeux de mots. En fait, c'est ça ma passion. Ma passion, c'est de faire sourire les gens. Et c'est un peu bateau dit comme ça, mais ma passion, c'est pas le dessin. Donc là, j'ai trouvé le dessin comme moyen d'atteindre ce but, de passer des moments entre personnes créatives et de trouver un public et de discuter avec des gens charmants et que je les fasse rire et que mes objets existent et soient un objet de cadeau qu'on s'offre, etc. Mais en fait, c'est ça qui me fait kiffer. Mais le moment où je suis en train de dessiner, évidemment que ça me plaît un minimum parce que, encore une fois, sinon je me serais pas infligé tout ça. Mais j'ai pas l'impression d'avoir besoin de dessiner pour exprimer quelque chose que je ressens. Ouais, c'est pas ma passion première, c'est pas le dessin. J'ai pas l'impression de vivre de ma passion. Alors, en comparaison, moi je suis complètement le cliché de la... Oui, c'est ça, j'attendais qu'il y ait autre chose. Ouais, non, ça va être très intéressant parce que justement, moi vraiment, je dessine depuis toute petite, du coup, j'ai une mère qui est graphiste. Puis depuis toute petite, je dessine et ma mère, elle me pousse à la créativité où vraiment, chaque restaurant où on allait, elle amenait des feuilles, des stylos, des machins, on passait des heures à ça. Les jeux de société qu'on avait, c'était autour du dessin, autour de la création, autour de tout ça, mais parce qu'on en demandait aussi énormément, c'est pas elle qui nous a obligés à quoi que ce soit. Mais voilà, au restaurant, face au menu, elle était là genre, ok, on va voir ensemble pourquoi c'est une bonne ou une mauvaise carte de restaurant, pourquoi là c'est pas bien la typo qu'ils ont mis, pourquoi machin. Donc vraiment, genre j'ai grandi là-dedans. Par contre, j'ai aussi grandi avec une mère qui était graphiste et non illustratrice. Donc ça fait que quand j'ai commencé à dire que je voulais vivre de dessin, elle m'a dit non, tu vas vivre de graphisme. Et t'es là genre, non, moi je veux faire des dessins. Et t'es là genre, non, ceci n'est pas possible. Et en fait, comme elle avait tellement peur que je veuille juste faire du manga au crayon papier et pas que je veuille faire quelque chose de plus vendeur en fait, tout simplement. Oui. Elle avait tellement peur que je me mette dans un rêve impossible que vraiment elle m'a mis dans la voie de graphiste. Ce qu'elle a en soi très bien fait parce que je suis ultra contente d'avoir fait une école de direction artistique au lieu de faire une école de dessin. Ah ouais, complètement. Quand j'ai eu le choix.
parce que j'avais été acceptée dans les deux et j'ai préféré aller dans la direction artistique. Parce que ma mère me l'avait conseillé, mais même moi, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, si un jour je monte mon entreprise, je serais très contente de savoir faire le logo, faire de l'infographique, faire ma propre charte, Ça, c'était faire mon site internet, etc. Ouais, le fait de pouvoir tous créer son identité seul, pouvoir même gérer le son d'un podcast, pouvoir filmer sur YouTube, gérer ensuite la luminosité, les codes et tout. C'est grâce à cette étude-là, même si j'admire évidemment toutes les personnes qui se mettent en auto-entreprise en étant autodidacte et n'ayant pas du tout fait d'études. Moi, ça m'a aidé de fou. Et du coup, c'est à la fin de mes études, ou après avoir fait 5 ans où je faisais du graphisme, où on m'a dit, mais en fait, meuf, fais de l'illustration. Et oui, c'est souvent ça. Hein. Voilà. C'est souvent ça. Et mon père a pété un câble. Parce qu'il faut savoir que pour me mettre en freelance, du coup, j'ai refusé un CDI qu'on m'avait proposé. Et j'ai dit non. Mon père, il a fait comment? Ma mère était là genre oula, je suis très contente pour toi, mais ça va être compliqué. Et au final, ça fonctionne. Mais c'était galère, c'est clair. Mais je suis trop contente de vivre de ma passion. Mais encore une fois, mon style, je l'ai trouvé en le cherchant encore et encore, et je me rends complètement compte de plus en plus que, comme tu dis, franchement, c'est de voir les gens sur les marchés faire waouh, de recevoir les messages après avoir envoyé les cartes personnalisées en me disant c'est trop bien, elle a adoré, de voir en avant-première sur la série tous les acteurs qui sont mis en avant, etc. En fait, moi, j'ai vraiment un truc, et pendant le confinement, ça m'avait travaillé le travail de graphisme, et c'est vraiment ce que je voulais faire. C'est vraiment, en fait, quand je me suis rendu compte qu'on était un outil pour mettre en avant une bonne cause ou quelque chose, je me suis rendu compte que c'est pas juste faire des logos, faire des dessins, c'est vraiment appuyer pour des marques, pour des personnes qui ont des choses à dire, qui sont belles, qui sont importantes, et pouvoir les aider à être mis en avant. Quand j'aide une asso à pousser pour leurs événements, pour des choses comme ça, et que je vois que grâce à ça, elles ont une plus grande portée, ça me fait chaud au cœur. Et la même chose quand c'est des cadeaux et que mes dessins, ils peuvent aider à rendre cette personne heureuse parce que c'est un portrait personnalisé, parce que machin. En fait, c'est ça qui me rend heureuse. C'est la mise en valeur. Ouais, c'est ce que une illustration peut amener aux gens, quoi. Oui. C'est que tu te sens utile aussi, en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est tellement un métier qui, on va pas se mentir, qui est pas du tout on n'est pas nécessaire, qui n'est pas... Comment ça s'appelle? Comment une collègue c'était utile? Non, c'est essentiel? Essentiel, ouais, c'est ça. Essentiel. Ah oui. C'est pas du tout un métier essentiel. Et pourtant, le nombre de vidéos que je vois où en fait, la vie, ça serait tellement plus fade sans... Oui, ah mais c'est clair. Après, c'est pour ça que la notion de essentiel ou pas, elle est, encore une fois, elle peut s'entendre de différentes façons. Parce qu'effectivement, on est... Que serait la naissance d'utilité? Non, mais on n'est pas agriculteur ou on n'est pas médecin. 15 podcasts. Ouais, c'est ça. On n'est pas agriculteur ou on n'est pas médecin. Donc, en soi, effectivement, on ne nourrit pas les gens et on ne sauve pas des vies. Donc, en soi, on peut dire qu'on n'est pas essentiel. Mais enfin, essayer de passer juste une journée sans art. C'est ce qui était dit pendant le confinement. Mais en fait, un confinement sans art, pardon, mais tu as envie de te foutre en l'air, quoi. Tu vois, tu regardes pas de film, t'écoutes pas de musique, etc. Et donc, l'illustration rentre pour moi là-dedans aussi évidemment que t'en as pas besoin pour survivre, mais enfin bon, ça aide quand même à passer une meilleure journée, quoi. T'en as pas besoin pour survivre, mais c'est quand même... Mais ça te facilite la vie. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, moi j'ai l'impression Comme les bouquets de fleurs. Je me sens hyper honorée de pouvoir créer une espèce de petite bulle, même si ça dure que quelques secondes, où les gens ils découvrent mon travail sur un stand de marché ou en boutique, où pendant juste ce temps-là, ils pensent plus à leurs problèmes ou aux problèmes en général du monde. La Troisième Guerre mondiale. Voilà. Et effectivement, je suis pas en train de activement aider pour résoudre ces problèmes-là, mais j'aime me dire qu'effectivement, il y a des gens à qui ça peut faire du bien. Mais comme tous les créateurs de contenu, il y a plein de gens qui leur envoient des messages en disant merci pour tes vidéos, etc. Et où ça peut paraître hyper futile pour d'autres personnes qui vont dire mais comment ça, ce youtubeur ou cette youtubeuse
ces vidéos te font du bien dans ta journée, enfin, alors que je comprends pas pourquoi. Mais nous, c'est pareil. Franchement, je m'attendais pas, pour le coup, je m'attendais pas à ça. Moi, quand j'ai commencé les marchés, c'était parce que moi, ça me faisait plaisir. Je m'attendais pas à, par derrière, recevoir des dizaines de messages de gens qui me disent merci et que c'est super et que ils ont offert mes trucs à leurs parents ou à leurs amis ou leurs partenaires et que en fait ils refont la déco du salon avec mes dessins. Enfin moi ça me paraît encore fou de me dire qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens aujourd'hui. Je pense même des centaines aujourd'hui. Des centaines de gens. Ça la pète vraiment, c'est non, mais c'est pas qu'on se la pète, c'est qu'au bout d'un moment, avec le nombre de marchés qu'on a fait, heureusement qu'il y a des centaines de gens, tu vois. Mais t'as déjà calculé combien de cartes postales tu vendais par an? Non, je le fais par événement. Je le fais par événement et par boutique. Donc en ça, je peux faire le calcul. Enfin, c'est une simple addition. Mais j'ai jamais fait cette addition, j'avoue. Ouais. Mais ouais. Bon, du coup, je sais pas combien de temps on fait ce podcast. Mais j'avais noté plein de petites questions que, au final, en fait, on a parlé de tellement de sujets que je les ai pas forcément dit. Donc, je vais les poser un peu en rapide et vous allez y répondre très rapidement aussi. Je commence par Léa, peut-être. Est-ce qu'il y a un truc inutile sur lequel tu as déjà dépensé ton argent? Plein. Oh là là. Alors, je vais essayer de faire court. Les boui-boui de ma bibliothèque colorée. Tous les petits boui-boui que je peux chiner. Voilà, les soliflores, les petites statuettes. Ça, c'est l'enfer quand t'es artiste, en fait. Ouais. Tu veux dépenser toute ta thune dans l'art. Ouais, la déco en général, en fait, finalement. Franchement, j'ai 46 000 tasses alors que j'en ai besoin que d'une pour vivre. Donc, la déco, les fringues en vrai. Parce que pareil, j'ai pas besoin d'autant de fringues. Et si je devais dire un troisième truc, la fête. Ah non, oui. Ça, je le garde. Non, mais ça n'empêche, tu dépenses un fric monstre quand tu fais la fête. Là, je suis en train de m'assagir, mais voilà. Comme je ne gère pas bien, on finit ce podcast à l'iPhone. Mais en vrai, moi qui suis l'enfant de YouTube, vu le nombre de fois que j'ai entendu cette phrase dans les vidéos YouTube, ça me choque pas. Ouais. Au moins on se fond dans le game. Bon, j'achèterais plus de batteries ou tout comme ça. Cassou, oui. Est-ce que être en boutique, ça rapporte vraiment ou pas tant que ça? Ça dépend des boutiques. Ça dépend clairement des boutiques. Il y a des boutiques où j'ai perdu mon temps et mon argent, et il y a d'autres boutiques dans lesquelles je continue d'être parce que ça me rapporte de l'argent et ça me rapporte. Comme la boutique des Illupotes où on a tout cartonné. C'est ça. Les Illupotes et même d'autres. Je peux dire des noms ou pas? Oui, selon... Les Pépites Occitanes, super boutique, dans laquelle j'essaye d'être le plus souvent possible dès qu'elles veulent de moi, parce que c'est la boutique où j'ai gagné le plus d'argent. La parenthèse à Toulouse aussi, où j'avais gagné de l'argent. Et les Illupotes. Et le dernier pop-up store que j'ai fait à Savuti, donc au même endroit que les Illupotes, mais avec d'autres personnes. Ça... Donc ouais, ça c'est là où j'ai gagné de l'argent. Et après, ça m'est arrivé aussi des boutiques où j'ai perdu de l'argent. De toute façon, il faut tester. Moi, j'aurais 2 micro-conseils à donner si je peux, Endospi. Je pense qu'il faut pas aller là où ça marche pour les gens, parce que ce qui marche pour quelqu'un ne marchera peut-être pas forcément pour toi. Il faut faire aussi en fonction de ta cible. Et moi, par exemple, voilà, je pense qu'à la parenthèse, ce serait pas ma cible. C'est ça. Et je pense aussi qu'il faut pas forcément... Alors, il faut avoir de la trésor derrière, mais pas forcément se diriger que vers des modalités ultra douces, si c'est pour vendre 3 trucs de temps en temps. Pas avoir peur des fois d'aller vers des boutiques aux modalités un peu plus élevées, mais qui sont justifiées par la com, et où là, tu es sûr d'être rentable et de vendre à masse. Les boutiques qui m'ont rapporté le plus, c'est celles qui avaient des loyers les plus élevés. Après, il y a aussi des fois où les loyers sont élevés alors que ça ne nous fait pas gagner d'argent. Mais en l'occurrence, celle où j'ai gagné le plus d'argent, c'était les loyers les plus élevés. Donc ça ne veut pas tout dire. Mais je pense qu'il ne faut aussi pas hésiter à demander aux boutiques, que ce soit quand nous, on veut postuler ou quand une boutique nous contacte, de dire ok, c'est quoi votre chiffre d'affaires moyen, c'est quoi votre panier moyen, c'est qui la clientèle. Et dans ma catégorie, donc pour nous, l'illustration, en illustration, en général, les gens gagnent combien? Enfin, font combien de CA? Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir certes des boutiques où effectivement les modalités peuvent être attractives, mais où en fait, quand elles me disent le chiffre d'affaires fait par les illustratrices, je me dis
ben pour moi ça m'intéresse pas, c'est pas rentable, c'est pas suffisamment rentable pour que je le fasse. Donc il faut pas hésiter à poser la question directement en boutique aussi. Ouais. Ok. Prochaine question pour Léa, du coup. Allez. Est-ce que tu as déjà été payée, du coup, en visibilité ou est-ce qu'on te l'a déjà proposé? On me l'a déjà proposé plein de fois. Je décline constamment. Et je dirais même que je décline même quand il s'agit de potes. À la limite, je fais un tarot, mais je me fais jamais payer en visibilité. Parce que pour moi, tout travail mérite salaire. Et j'ai dû l'avoir fait dans le passé. Mais là, j'ai même plus les exemples en tête, quoi. Au début, en tout cas quand j'étais étudiante, au tout début, je l'ai peut-être fait. Ok, d'accord. Ouais, enfin, moi, c'est un peu préparé en vrai. Hein. C'est, je fais gratuitement ou en échange un peu en mode troc pour mes potes qui se mettent à leur compte. Genre, par exemple, ceux qui deviennent ma sœur, ceux qui se mettent à leur compte, genre de la pâtisserie, etc. Ils me payent en massage, en pâtisserie. Enfin, bref, on fait du troc, quoi. Et par contre, c'est pour des choses très simples, pas toute une chorégraphie, enfin, Oui. pas un truc qui va prendre beaucoup de temps. Et pareil, je fais un prix pour mes potes qui me demandent des portraits personnalisés, ce genre de choses. Et la seule fois où j'ai été payée en visibilité, c'était pour des assos où vraiment la cause me tenait à cœur. Pour des assos qui aident des femmes battues ou des choses comme ça, où vraiment j'étais là, genre, bah, en fait, je sais qu'ils n'ont pas de thune et je préfère largement que cette thune-là, elle aille genre pour ces femmes plutôt que pour moi. Et finalement, c'était même pas de la visibilité parce que oui, il y avait mon nom dessus, mais elles n'avaient pas une commu de faux. Mais moi, ça me tenait à cœur de faire ce projet. C'était plus du bénévolat que d'être payé en visibilité, ouais. Dernière question pour Cassou. Après, on arrive à la conclusion où du coup, il y a une question que je poserai du coup à toutes les personnes qui font ce podcast. Cassou, c'est quand la dernière fois que tu as dessiné? Il y a pas longtemps du tout. Ah ouais? Ouais. On est quoi? On est le 5 avril? 3. On est le 3 avril, j'ai dessiné le 1er avril. Ok. Oui. Mais avant ça faisait, je crois, 2 semaines. Ouais. Mais je dirais qu'il y a eu une grosse pause quand même entre début novembre et début mars, j'ai pas dessiné. Ouais. Ah oui. Ouais. Parce qu'entre les boutiques, les marchés de Noël et la boutique des Illupotes, en fait, j'avais pas eu le temps. Donc, en fait, début novembre, j'ai au taquet dessiné pour faire toutes mes nouveautés pour Noël. J'ai dessiné toute la collection avec les fonds bleus, donc les paroles de chansons. Et là, juste pour le 1er avril, j'ai dessiné un truc avec des poissons. Parce que j'ai une note avec toutes les phrases déjà écrites où il faut que je fasse les dessins. Et du coup, quand j'ai des phrases qui peuvent être de saison ou qui vont avoir un rapport avec l'actualité ou un truc comme... Enfin, l'actualité. Pas l'actualité du monde, hein, mais ouais, on va dire la saison. J'essaye de sortir les dessins comme ça. Et donc, du coup, là, comme c'était le 1er avril, j'ai sorti un truc avec des poissons. Pour le coup, j'ai dessiné hier, mais c'était vraiment pour un Reels. En fait, des fois, je fais des animations parce que je sais que ça fonctionne bien. Et donc, quand j'ai rien à faire, entre guillemets, je me fais des petites animations en motion design sur Insta. Et après, j'ai le mailing club qui fait que je dessine de toute manière tous les mois. Mais après, c'est vrai que, période de Noël, par exemple, c'est vrai que je dessine pour les commandes personnalisées, et avec tous les marchés de Noël. Et en vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné, genre pour le plaisir et pas pour la vente, quoi. Ah oui. Genre, moi, je ne dessine jamais pour le plaisir. Je dessine que pour vendre. Oui. Mais c'est pour ça que je dis que je suis pas une artiste qui a besoin de dessiner. Par contre, ça... Ouais, moi j'ai quand même moi j'ai besoin de créer. Moi dernièrement j'étais on était en train de regarder Top Chef avec Hugo, j'étais comme ça sur le canapé. J'ai pris mon calepin et j'ai dessiné une illustration que évidemment je vendrai. Attends. Non, moi je ressens le besoin de concevoir et de créer. Oui. Mais pas forcément de dessiner. Oui. Et je trouve ça ultra intéressant de dire ça parce que je trouve que malheureusement il y a une énergie avec le féminisme qui est arrivé avec les meufs entrepreneuses, etc., qui est géniale. Mais malheureusement, je trouve que ça se raccroche pas assez au monde de l'artistique, où souvent, il y a une image sur les réseaux, je trouve, de l'artiste qui vit de sa passion, etc., et qui, pas forcément va devenir une meuf d'affaires qui va avoir des clients, qui va faire de la vente,
qui va Tu veux dire, si t'es une meuf, t'es soit artiste, soit entrepreneuse, quoi. Ouais, Ouais. et on montre pas souvent les deux Ouais. ensemble, alors que Ouais. moi c'est trop vrai. mon but d'être Oui, pareil. célèbre et d'être payé des 1000 et des cents pour faire des immenses affiches. Je veux dire, je j'adore te dis que- vivre de mon art, mais j'aimerais exploser de mon art, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est beau, c'est beau. Ouais, je te dis que la maison que je suis en train de construire dans les 6, j'ai vraiment pouvoir me la payer en vrai. Et pour ça, il faut vraiment exploser son art. Et du coup, la toute dernière question que je vais vous poser, parce que du coup, ça sera illustré sur cette vidéo. Si votre style était une personne, à quoi elle ressemblerait? Si notre style était une personne. Savoir que cette question, du coup, je la pose en avance. Les personnes savent que je vais poser cette question, donc peuvent y réfléchir. Eh bien, je me demande si ce serait pas une petite fille, tu vois. Une petite jeune? Avec toutes les fesses que tu dessines? Ah, je sais pas. Non, mais je sais pas pourquoi, mais je pense que quand même, si j'ai choisi cette voie-là, c'est pour nourrir la petite fille qui est en moi, en vrai, vraiment. Et je suis toujours la moi de quand j'étais petite, quand je crée, tu sais. Enfin, donc ouais, donc je dirais une fille, parce que je dessine que des femmes, je me suis jamais posé la question, mais en fait, lors d'une interview, on m'a dit, vous dessinez que des femmes, il faut en parler. J'ai dit, bah en fait, c'est même pas réfléchi, quoi. C'est genre, je dessine que des meufs. Je sais pas pourquoi. Et les barbes, c'est très compliqué à dessiner. Mais du coup, oui, une fille petite, voilà, avec plein de couleurs. Ouais. Je pense plein de couleurs et des cheveux de couleur. Et une petite fille qui rigole, avec je la vois bien avec des espèces de ressorts, je sais pas pourquoi, partout, parce que je trouve que mon style est... Il rebondit. Ouais, Ouais. voilà. Ouais, Ah, on va pas épiloguer pendant des plombs. Non, je sais pas, c'est assez détaillé ou pas? Oui, non, c'est Ouais. très bien, t'inquiète, on pourrait plus dire un animal ou quoi. C'est vrai. D'accord. Mais c'est vrai que tu fais Mais beaucoup de ouais. femmes, c'est complètement logique. Et Cassimo, d'accord? Mais moi, la surprise générale, je pense que c'est un mec. Ok. Ouais. Oh, wow. Et je pense que c'est un mec qui n'exprime pas beaucoup ses émotions, mais qui fait beaucoup de blagues. Et qui... Un pince sans rire, peut-être. Ouais, tu sais, très sarcastique. Un peu de Chandler Bing, tu vois. Ah. Très bonne référence. Mais attention, qui a toujours quand même un petit accessoire coloré, effectivement, genre qui est pas forcément habillé full couleur. Sobre, mais... Sobre, mais avec toujours tu sais, genre des chaussettes avec un imprimé rigolo ou une cravate rigolote ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Ouais, parce que au final, comme ce que je fais, c'est quand même assez même si c'est coloré, c'est minimaliste et sobre en soi. Je pense pas que ce soit un gamin ou une gamine, tu vois. Je pense que c'est un peu trop carré ce que je fais pour que ça soit un enfant. Est-ce que avant la fin de ce podcast, vous voulez recommander quelqu'un ou quelque chose, un livre que vous adorez, un film que vous venez de voir, ou même un artiste ou une artiste où vous trouvez qu'elle n'a pas assez de visibilité sur Oh, les il y en a trop. Il faut que ça soit orienté illustration encore. Non, Ok. non, ça peut être tout et n'importe quoi. Ok, et ben si c'est encore à l'affiche, je recommande le film Un rêve américain ou Le rêve américain de Marciano, je crois, le même réalisateur que Play et Les Gamins, avec JP Zadi et Raphaël Quenard. Incroyable ce film. Voilà, que j'ai recommandé aux filles et Elodie l'a adoré. Qu'on m'avait moi-même recommandé et amené voir, et c'est un film extraordinaire. Alors oui, je vais parler de deux personnes qui méritent d'être un peu plus connues à mon sens. D'abord mon pote Nico. Donc son compte Insta c'est Niconimus. Enfin allez voir son compte Insta. Je dis juste ça et vous allez voir il voyage pas mal avec sa chérie Margot et ils font plein de contenus. Donc ils ont aussi un compte qui s'appelle Pills Frame. Mais je tenais vraiment particulièrement à parler du travail de photo de Nico. Donc sur son compte Niconimus. Parce qu'il fait vraiment des trucs canons. Et après, je voulais parler d'une illustratrice toulousaine qui est pas assez connue selon moi, alors qu'elle fait un taf fabuleux. Là, c'est purement subjectif. Je voulais parler de Super Merci, que vous connaissez aussi, hein, qu'on a eu dans la boutique, et qui s'appelle Sandrine. Voilà, juste parce que c'est canon, donc allez voir ce qu'elle fait. Voilà, elle mérite d'être un peu plus connue, je trouve. En ce moment, je suis en train de lire le livre Peau d'âme, qui est du coup une réécriture, qui est là d'ailleurs, puis le tome 1 et le tome 2. Donc je suis à un peu plus de la moitié du tome 1, et pour l'instant j'adore. En gros, c'est une réécriture de Peau d'âne,
Donc pour ceux qui ne connaissent pas le conte, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est une belle manière de le découvrir en vrai. Mais en gros, dans le conte de base, il y a vraiment le cliché d'une princesse, un sauveur, etc., comme dans énormément de contes. Et là, au lieu d'avoir un sauveur, c'est la princesse en elle-même qui va se sauver toute seule, entre guillemets. Et franchement, c'est super bien écrit. Et surtout, en fait, il y a des points de vue différents selon les chapitres. De temps en temps, il y a des points de vue d'autres personnages. Et en fait, selon l'éducation qu'ils ont eue, c'est écrit de manière différente. Donc une personne très peu éduquée va avoir un langage beaucoup plus familier, alors que la princesse, on sent qu'elle a fait énormément d'études, qu'elle a grandi dans la haute société, donc elle a un ton beaucoup plus soutenu. Et donc ça, j'ai trouvé ça super beau. Et j'ai très très hâte de le terminer. Sur ce podcast va se terminer. Je suis trop contente de vous avoir eu pour ce premier épisode. Oui. Évidemment que je pense que vous serez sur d'autres épisodes parce que J'espère on bien. s'arrête jamais de discuter. Donc je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode parce que je vais essayer d'être le plus régulière possible. Avec les épisodes ont été tournés en avance. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire si vous avez aimé, s'il y a des sujets où vous avez trouvé ça intéressant, d'autres moins. Si il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde, etc., n'hésitez pas. Et du coup, je vous fais plein de bisous. On peut dire ça, bisous? Oui, bisous.